Je vois les autres exister et moi, je me sens à part. C'est comme si je portais quelque chose que les autres ne peuvent pas connaître. Ah, j'aime pas quand je suis comme ça. Comme quoi? Ouais, comme ça. Ah, je ressemble à rien. Une phrase. Je vois exister les autres, mais moi je suis à part. C'est comme si je portais en moi quelque chose qu'ils ne peuvent pas connaître. Je n'aime pas être comme ça. Je ne ressemble à rien. Voilà la phrase que je prendrais pour épigramme. En disant cela, le personnage croit dire son unicité, sa singularité, alors qu'en fait, il ne fait rien d'autre que révéler d'une parole aussi simple que la neige, aussi pure que la suie, il ne fait rien d'autre que révéler ce qu'il en est de la condition humaine. C'est-à-dire que nous pensons que les autres sont adéquates à eux-mêmes, adéquates au monde, et nous pensons être les seuls à ne pas jouir de cette adéquation, alors qu'en vérité, nous pourrions tous dire, toutes dire, je vois exister les autres, mais moi, je suis à part. C'est comme si je portais quelque chose qu'ils ne peuvent pas connaître. Je n'aime pas être ainsi. Je ne ressemble à rien. Je conçois qu'il est difficile de prendre la parole. J'ai tellement peur que la parole philosophique apparaisse comme prosaïque après tant de poésie. Et pourtant, la parole philosophique, si elle reste fidèle à son origine, doit porter un peu de poésie. Et je donnerai la parole à un poète, Henri Michaud, qui dans un de ses plus beaux textes écrit « L'enfant sait ce qu'il en est de l'infini, il en vient ». Ne donnons pas trop vite à cette parole un contenu religieux, l'enfant comme parcelle de l'éternité divine. Non, Michaud était athée, athée comme un cochon, on supposait que les cochons soient athées, c'était cochouise, bon. Et cependant, cette parole dit en effet que, oui, tout être humain vient de l'infini, il vient d'aucun temps, d'une énigme. Et le fait de savoir que nous sommes le résultat de l'amour de cet homme et de cette femme ne tarit pas la soif des origines. Si j'étais pas terre, ne me diriez. Hein. En effet, tout se passe comme s'il y avait une tache aveugle à l'origine de notre être, un angle mort. Il est évidemment incarné dans cette histoire, puisque à la question « mais d'où viens-je, qui suis-je » jamais il n'obtient réponse. Mais même si on vous dit bah, « vous venez de cet homme et cette femme », oui, tout être humain est une parcelle d'infini. L'enfant sait ce qu'il est d'infini, il en vient. Pour bien l'accueillir, il faut l'accueillir dans un monde fini, bien sûr, sinon il risque de vivre ce qu'on pourrait appeler le vertige de l'infini. Rappelez-vous des derniers tableaux de Van Gogh, où toute la réalité, mais celle qui paraît la plus solide, est prise dans une espèce de spirale angoissante, vous savez, et même des choses très stables, comme une église d'Auvers-sur-Oise, un docteur Gachet, eh bien, sont pris dans cette espèce de spirale. Oui, nous venons de l'infini, mais pour ne pas subir ce que j'appellerais le vertige de l'infini, nous avons besoin d'être accueillis dans un monde fini. Mais en même temps, on n'est juste que l'éducation qui, à la fois, donne à l'enfant ce monde fini sans lequel il vivrait la torture de l'infini, mais qui en même temps respecte cette part d'infini. Voilà la première remarque que j'avais
à faire. La deuxième, c'est que, en effet, la question, si bien mise en image par Gauguin sur les rives du Pacifique, qui sommes-nous, d'où venons-nous, Wanulu, sera toujours sans réponse. Mais à cette énigme, nous devons la merveilleuse richesse poétique dont nous nous nourrissons. Et il me semble en effet que l'art, alors qui est apparu sous la forme d'abord du jeu, puis ensuite de la danse, puis ensuite du chant, l'art n'est pas un luxe, ou alors il est le plus indispensable des luxes. Je emprunte cette formule à Jean Giono, le grand romancier, vous le connaissez, dont le dernier texte s'appelle « De certains parfums ». Et Giono dit que le parfum n'est pas un luxe, ou alors il est le plus indispensable des luxes. Le parfum permet d'affronter et parfois de vaincre les mystères les plus terribles. Et bien, ce qui dit du parfum, je le dirais de l'art. Et c'est illustré magnifiquement ici. Enfin, parce que vraiment, ce serait être forcément prosaïque que d'être trop long. Pourquoi cette pièce, c'était l'une de vos questions, nous parle tant? Eh bien, c'est parce que, en effet, nous vivons un monde où nous risquons de nous perdre. Je crois que notre monde ressemble à celui de Montaigne. Et c'est à Montaigne que je donnerai le dernier mot. Montaigne a vécu la fin d'un monde et une série de prises telles qu'il en est effrayé. Il y a eu les guerres de religion, il y a eu la peste noire, il y a eu la découverte d'autres mondes dans les cieux. Ça, c'est l'affaire de Kepler, de Galilée. Il y a eu la découverte d'autres mondes sur la Terre. Ça, c'est l'affaire de Christophe Colomb, de Magenta. Et résultat, le monde dans lequel il était venu au monde se met à vaciller. Et c'est là que Montaigne a cette formule tout absolument extraordinaire. Le monde n'est plus qu'un branloir pérenne. Un branloir, c'est une balançoire. Hein. Le monde n'est plus qu'un branloir pérenne. Tout branle. Les rochers du Caucase, les pyramides d'Égypte, la terre, et du branle commun et du branle sien. Ça veut dire quoi? Le branle commun, c'est-à-dire que le monde fait bouger les choses, même les choses qui paraissent stables, vous voyez? Et les choses bougent d'elles-mêmes. La constance même n'est rien d'autre qu'un branloir plus languissant. Quand on a trouvé une formule comme ça, je crois qu'on peut être heureux. Et donc, dans ce monde, en effet, tout branle, tout bouge, et à ce moment-là, vous avez la tentation du repli. En effet, on veut s'accrocher à un monde qui ne changerait pas, vous voyez, et donc on se reste pris dans cette prise à vide. Non, surtout ne changez rien. Et c'est la tentation de certains contemporains de Montaigne qui cherchent une sagesse de la stabilité, de l'immobilité, qui ne veulent pas justement aller dans la forêt, qui ne leur paraît que le lieu inquiétant par excellence. Or, Montaigne va dire, renonçons à une sagesse de la stabilité, inventons une sagesse branlante. Hein, si quelqu'un arrive, il ne faudrait pas qu'il donne un caractère un peu trop érotique à mon propos, hein. Mais en effet, et Montaigne a appris à danser, a appris à chanter. Et savez-vous quelle était la danse préférée de Montaigne? Le branle. Eh bien, cette pièce me semble nous dire que dans ce monde où tout branle, où tout change, où nous avons parfois envie de nous replier sur nous-mêmes, eh bien, nous devons prendre le risque du branle. Enfin, la dernière chose que je pourrais dire, oui, c'est, pour reprendre, alors la première phrase je l'ai dite, la deuxième phrase c'est que faisait-elle? Elle restait là, à attendre. À attendre quoi? Un appel. Eh bien, il me semble que il y a en chacun d'entre nous une radicale et définitive inadéquation à nous-mêmes qui me paraît pouvoir être une chance. Parce que cette inadéquation à soi-même, je la nommerais l'anxieuse anticipation d'une promesse. Quelque chose qui nous porte à la rencontre d'une lumière que nous pressentons et d'où nous subissons au fond de nous-mêmes la stimulation, la brûlure prévenante. Elle était là, immobile, elle attendait, elle ne savait pas ce qu'elle attendait, mais finalement elle a trouvé son salut dans le fait d'attendre ce qu'elle ne savait pas devoir attendre. Et cette radicale et définitive inadéquation de nous-mêmes, eh bien, vivons-la comme une chance, c'est ce que j'appellerais l'anxieuse anticipation d'une promesse, qui nous pousse à la rencontre d'une lumière que nous pressentons et dont nous subissons au fond de nous-mêmes la stimulation et la brûlure prévenante. Un dernier mot sur la vulnérabilité. On raconte dans la mythologie grecque
qu'un jour, la belle Thétis rencontra le roi Pélée et qu'ils tombèrent amoureux l'un de l'autre au premier regard. On raconte que leur amour fut si fort qu'il ne se contenta pas d'être platonique, comme disent même ceux et celles qui n'ont pas lu Platon. Bref, on raconte que très coutumièrement, la belle Thétis et le roi Pelée cueillaient dans les bras l'un de l'autre les doux fruits d'amour. Et ce qui devait arriver arriva. Un jour, la belle Thétis mit au monde un enfant que ses parents nommèrent Achille. Soucieuse qu'il soit fort et même invulnérable, elle décida de le plonger dans les eaux du fleuve Styx, parce qu'il paraît que tout corps plongé dans ce liquide en ressort invulnérable. Ainsi, Achille était invulnérable. Invulnérable, non, car vulnérable par le talon où sa mère l'avait tenu. Elle veut qu'il soit fort et même invulnérable. Elle le confie au centaure Chiron, qui lui apprend des tas de choses, qui lui fait manger des cervelles de tigre et de lion. Parce qu'il paraît que tout corps nourri par ces choses en devenait invulnérable. Il était invulnérable? Non, toujours vulnérable par le talon où sa mère l'avait tenu. Et c'est cette vulnérabilité essentielle même du puissant Achille qui devait se révéler, car un jour un oracle dit « Eh bien, les Grecs ne gagneront pas la guerre à Troie sans mettre du puissant Achille, mais il va mourir à Troie. » Sa mère est catastrophée, elle lui dit « Déguise-toi en jeune fille, va à la cour du roi Lycomède, roi de Syros. » Finalement, on le retrouve, parce que cette ruse n'a pas fonctionné. Il doit aller à la guerre de Troie. Sa mère lui fait confectionner une armure particulièrement renforcée au talon, pour qu'il soit invulnérable, mais on ne peut pas échapper à son destin, car tout être humain est porteur d'une vulnérabilité ontologique, si vous voulez. Et en effet, il tombe amoureux d'une femme, il va l'épouser, il enlève son armure, car il faut se montrer nu à l'être qu'on aime, nu de corps et d'âme. À peine a-t-il enlevé son armure que Paris décoche une flèche empoisonnée qui lui arrive pile dans le talon. Sa mère, un petit peu comme le personnage Oncle, a essayé à tout prix d'éviter qu'il prenne des risques. Elle a utilisé dans un premier temps ce que j'appellerais l'hydrothérapie, plongée dans les eaux du fleuve Styx. Après, ce que j'appellerais la métithérapie, la thérapie par la ruse, on le déguise en jeune fille. Après, elle a utilisé ce que j'appellerais la vulcanothérapie, une armure faite par Vulcain. Ça n'a pas marché, car fondamentalement, nous sommes des êtres vulnérables. La vulnérabilité n'est pas un dysfonctionnement, une pathologie qui arriverait à l'être humain, mais ce qui en est profondément la vérité. J'espère que cet écho ne fut pas trop prosaïque, mais un peu poétique. Et merci et pardon.